Il y a certains appels téléphoniques que les opérateurs du 911 n'oublient jamais. Ceux qui restent gravés en eux bien après la fin de leur service, qui résonnent dans les moments de silence, qui leur font se demander comment le monde peut contenir autant de noirceur. Le 3 novembre 2018 avait commencé comme n'importe quel samedi ordinaire dans le nord-est du comté de Miami-Dade, en Floride. Le soleil brillait, l'humidité pesait dans l'air, et les standardistes du 911 recevaient les appels habituels du week-end. Accident de la route, urgence médicale, dispute familiale. Mais un appel allait arriver ce jour-là, et il allait être le point de départ de l'une des affaires de maltraitance d'enfants les plus troublantes que la Floride ait connues depuis des années. La voix, à l'autre bout du fil, appartenait à une femme qui se présentait comme infirmière diplômée. Son ton était étrangement maîtrisé, presque clinique, tandis qu'elle signalait que sa fille adoptive de 7 ans avait arrêté de respirer. Pas de panique, pas d'hystérie, juste une récitation froide des faits. L'enfant était malade depuis plusieurs jours, expliquait-elle. Des problèmes respiratoires. Elle n'avait pas pensé que c'était suffisamment grave pour consulter un médecin. Mais maintenant, la petite fille ne répondait plus. Les secours furent immédiatement dépêchés vers le complexe d'appartements de la Northeast Sixth Avenue. Tandis qu'ils traversaient les rues de Miami en trombe, sirènes hurlantes, ils ne savaient pas encore qu'ils allaient tomber sur ce que les enquêteurs décriraient plus tard comme une maison des horreurs. Ils s'attendaient à un cas tragique mais simple. Un enfant succombant à une maladie peut être une pneumonie ou des complications dues à une infection. Ce qu'ils allaient découvrir à la place les entrait pour le reste de leur carrière. Quand les premiers secours pénétrèrent dans l'appartement de Gina Emanuel, l'air lui-même semblait bizarre, lourd, oppressant. Et là, sur un lit dans l'une des petites chambres, se trouvait Samaya Emanuel, 7 ans. Les ambulanciers s'approchèrent rapidement, leur formation prenait le dessus alors qu'ils évaluaient la situation. Mais même des professionnels de l'urgence aguerris, des gens qui avaient vu des accidents de voiture, des blessures par balle et toutes sortes de souffrances humaines, se figèrent quand ils regardèrent l'enfant de plus près. Le petit corps de Samaya était émacié, ses os visibles sous une peau fine comme du papier. Mais ce n'était pas seulement la malnutrition qui les avait glacés. Son corps était couvert de blessures. Des brûlures, des égratignures, des plaies ouvertes qui n'avaient jamais été soignées, des hématomes à différents stades de guérison dessinant une carte grotesque de maltraitance sur sa chair. Ses mains portaient clairement des traces de brûlures, le genre qui vient d'un contact direct avec une chaleur extrême. Il y avait des marques sur ses poignets et ses chevilles, cohérentes avec des liens de contention, des lacérations ressemblant à des coups de fouet zébraient son dos et ses jambes. Les ambulanciers se regardèrent, puis regardèrent Gina Emanuel, qui se tenait à proximité avec une expression qu'un premier secouriste décrirait plus tard comme étrangement vide. C'était pas une pneumonie, c'était de la torture. Ils s'acharnèrent à tenter de réanimer la petite fille, mais Samaya Emanuel était déjà partie. Son petit corps avait enduré plus de douleur que la plupart des adultes ne pourraient jamais l'imaginer, et finalement, il avait simplement abandonné. Alors que les policiers arrivaient sur les lieux et commençaient à sécuriser l'appartement, ils firent une autre découverte glaçante. Samaya n'avait pas souffert seule. 2 autres filles, âgées de 5 et 12 ans, furent retrouvées dans l'appartement. Toutes 2 étaient les sœurs biologiques de Samaya, et toutes 2 avaient également été adoptées par Gina Emanuel. Les policiers n'eurent qu'à regarder ces enfants pour appeler immédiatement des secours supplémentaires. Les sœurs étaient dans un état alarmant. Tout comme Samaya, elles souffraient de graves malnutrition, leur corps portant les signes indéniables de maltraitance physique prolongée. Brûlures, hématomes, coupures, cicatrices. La petite de 12 ans pesait à peine 23 kilos. La petite de 5 ans était si menue et si fragile qu'elle ressemblait davantage à un tout petit. Les 2 enfants sursautaient quand les policiers s'approchaient d'elle, les yeux écarquillés d'une terreur qui parlait d'expérience indicible. Au fur et à mesure que les enquêteurs commençaient à traiter la scène, la véritable horreur de ce qui se passait dans cet appartement de Miami devenait évidente. Le réfrigérateur était fermé par une lourde chaîne cadenassée, empêchant les enfants affamés d'accéder à la nourriture. Les enquêteurs trouvèrent des liens de contention, des ceintures, des brosses, des grattes d'eau et d'autres objets qui avaient clairement été utilisés comme armes. La chambre des enfants était dépouillée, presque carcérale, avec un mobilier minimal, et pas de jouets, pas de livres, rien qui indiquerait que des enfants y vivaient. Dans la salle de bain, les enquêteurs découvrirent des bouteilles d'eau de Javel, et des témoignages ultérieurs révéleraient qu'Emmanuel avait forcé les filles à boire cette substance toxique comme châtiment. La cuisinière devint une scène de crime à part entière quand les enquêteurs comprirent qu'elle avait servi à brûler les mains des enfants. Chaque recoin de cet appartement racontait une histoire de cruauté systématique et calculée infligée à 3 enfants innocents par la personne même qui était censée les protéger.
Et voilà ce qui rendait toute la situation encore plus incompréhensible. Gina Emmanuel n'était pas une inconnue vivant en marge de la société. Elle était infirmière diplômée, une professionnelle de santé licenciée qui avait prêté serment de ne pas nuire. Elle avait travaillé dans des établissements de santé, soigné des patients, était digne de confiance avec des vies humaines. Elle avait passé des vérifications des antécédents judiciaires. Elle avait été approuvée par l'État de Floride non seulement pour accueillir des enfants en famille d'accueil, mais pour les adopter de façon permanente. Comment quelqu'un dont le métier est de guérir peut-il devenir quelqu'un qui torture? Comment une personne formée à reconnaître les urgences médicales peut-elle refuser des soins à un enfant mourant? Ces questions allaient tourmenter les enquêteurs, les procureurs et le public au fur et à mesure que l'affaire se développait. Mais ce jour de novembre 2018, la priorité était claire. Samaya Emmanuel était morte, ses sœurs se battaient pour leur vie, et Gina Emmanuel devait rendre des comptes pour ce qu'elle avait fait. Pour comprendre comment ce cauchemar avait pu durer des années, il faut comprendre qui était Gina Emmanuel en apparence. En surface, elle était exactement le genre de personne que le système de famille d'accueil espère trouver. Une femme professionnelle, avec une carrière stable, un logement et le désir d'aider des enfants dans le besoin. Elle vivait dans un modeste appartement du nord-est du comté de Miami-Dade, un quartier populaire où les voisins se surveillaient mutuellement et où les enfants jouaient dans les cours jusqu'à l'allumage des lampadaires. Emmanuel, alors dans la cinquantaine, avait construit ce qui semblait être une vie respectable. Sa carrière d'infirmière diplômée lui donnait stabilité financière et considération sociale. Le métier d'infirmière est une profession fondée sur la compassion, sur le soin des personnes vulnérables, sur le soulagement de la souffrance. C'est un travail qui demande de la patience, de l'empathie et un véritable désir d'aider les autres. Gina Emmanuel avait réussi tous les examens, obtenu toutes les certifications et convaincu tous ceux qui l'entouraient qu'elle possédait ces qualités. Mais l'implication d'Emmanuel auprès des personnes vulnérables dépassait sa carrière d'infirmière. Elle gérait également une maison d'accueil pour adultes handicapés à Miami. Cela signifiait que plusieurs personnes souffrant de handicaps développementaux, de problèmes physiques ou de troubles de santé mentale étaient sous sa responsabilité, dépendantes d'elle pour leurs besoins quotidiens, leur sécurité, leurs biens, être. L'État de Floride l'avait autorisé à gérer cet établissement. On lui avait fait confiance avec certains des membres les plus vulnérables de la société. Pensez à l'ironie ici, la profonde et écœurante ironie. Une femme qui était professionnellement et légalement responsable de prendre soin d'autrui, de les protéger, d'assurer leur santé et leur sécurité, faisait simultanément fonctionner une chambre de torture pour 3 petites filles dans sa propre maison. Elle allait travailler, s'occuper de patients ou de résidents, se présenter comme une soignante, puis rentrer chez elle pour brutaliser des enfants. Les voisins qui habitaient près de l'appartement d'Emmanuel diraient plus tard aux journalistes et aux enquêteurs qu'ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait à l'intérieur. Ils voyaient Gina Emmanuel comme une femme calme et discrète qui se tenait à l'écart. Elle n'était pas exactement amicale, mais elle n'était pas hostile non plus. Elle offrait un signe de tête poli dans le couloir, peu, être un bref commentaire sur la météo, rien qui ne se démarquait. Rien qui n'éveillait des soupçons. Certains voisins se souvenaient vaguement d'avoir vu les filles à un moment donné, des années auparavant, mais Emmanuel les avait retirées de l'école et les avait essentiellement fait disparaître de la vie publique. Dans un complexe d'appartements animés où les gens allaient et venaient, où les familles avec enfants étaient communes, 3 petites filles avaient tout simplement disparu dans l'ombre et personne ne le remarqua. Ou si quelqu'un le remarqua, il pensa pas à le remettre en question. C'est l'un des aspects les plus glaçants des affaires de maltraitance d'enfants. Elle se passe en plein jour, derrière des portes closes qui ressemblent exactement à celles de tout le monde. La maltraitance se déroule dans des appartements et des maisons, dans des rues ordinaires, dans des communautés où les voisins se saluent et où les facteurs font leur ronde quotidienne. Le mal ne s'annonce pas. Il ne ressemble pas à un monstre. Il ressemble à une infirmière qui rentre de son service. Il ressemble à une femme ordinaire qui mène une vie ordinaire. Mais il n'y avait rien d'ordinaire dans ce que Gina Emmanuel faisait subir à Samaya, à ses sœurs, à 3 enfants qui avaient déjà connu un traumatisme avant même d'entrer sous son toit. Ces filles avaient été dans le système de famille d'accueil, ce qui signifiait qu'elles avaient déjà été retirées de leur famille biologique en raison de circonstances qui rendaient leur maintien dans cette famille dangereux. Elles avaient déjà connu la perte, le déplacement, l'incertitude, et le système, conçu pour les protéger, les avait placées directement entre les mains de leurs bourreaux. L'histoire de la façon dont Samaya et ses sœurs se sont retrouvées sous la garde de Gina Emmanuel est l'histoire d'un système brisé, de bonnes intentions pavées d'échecs bureaucratiques et de lacunes dangereuses dans la surveillance. Pour comprendre toute l'étendue de cette tragédie, il faut remonter à 2014, 4 ans avant la mort de Samaya, quand 3 jeunes sœurs furent placées dans le système de famille d'accueil de Floride.
Les raisons pour lesquelles des enfants entrent dans un foyer d'accueil sont toujours douloureuses. Maltraitance, négligence, dépendance aux substances des parents, violences domestiques, emprisonnement, crise de santé mentale. Quelles que soient les circonstances spécifiques, cela signifie toujours que la famille biologique d'un enfant est incapable ou ne souhaite pas assurer une prise en charge sécurisée. Pour Samaya et ses sœurs, ce qui s'était passé dans leurs premières années était suffisamment grave pour que l'État décide qu'elle devait être retirée. En 2014, Samaya devait avoir environ 3 ans. Ses sœurs étaient encore plus jeunes et un peu plus âgées, un écart d'âge qui signifiait qu'elles avaient des besoins différents en matière de développement, mais qu'elles partageaient un lien crucial. Elles étaient sœurs, elles savaient l'une l'autre, et les services de protection de l'enfance essaient généralement de garder les frères et sœurs ensemble dans la mesure du possible. Être séparé de toute votre famille est déjà suffisamment traumatisant. Être séparé de vos frères et sœurs par-dessus tout peut être dévastateur. Les 3 filles furent placées ensemble en famille d'accueil, et c'est là que Gina Emmanuel fit son entrée dans leur vie. Elle demanda à devenir famille d'accueil et fut approuvée par le département des enfants et des familles de Floride. Le processus d'approbation des familles d'accueil implique des vérifications des antécédents judiciaires, des visites à domicile, des entretiens et une formation. Emmanuel satisfit à toutes ces exigences. Sa carrière d'infirmière joua probablement en sa faveur. Elle avait des antécédents documentés de prise en charge d'autrui, elle avait un revenu stable, elle avait de la place chez elle. Sur le papier, Gina Emmanuel ressemblait à une famille d'accueil idéale. En réalité, elle s'apprêtait à soumettre 3 enfants à des années de maltraitance horrible. Mais voilà quelque chose qui aurait dû tout changer. Entre 2012 et 2015, le nom de Samaya était apparu dans 10 rapports différents adressés à la ligne téléphonique de signalement des maltraitances. 10, ce n'est pas une faute de frappe. 10 rapports distincts concernant cette petite fille avaient été déposés auprès de la ligne de signalement de Floride. Les détails de ces rapports n'ont pas été entièrement divulgués au public, ce qui est la procédure standard pour protéger l'identité et la vie privée des enfants concernés. Mais le fait que 10 rapports aient été déposés signifie que plusieurs personnes, à plusieurs reprises, avaient vu quelque chose d'assez préoccupant pour décrocher le téléphone et signaler une maltraitance ou une négligence suspectée. Des enseignants, des travailleurs de crèche, des professionnels de santé, des proches inquiets, des voisins, quelqu'un n'arrêtait pas d'appeler, de tirer la sonnette d'alarme. Et pourtant, Samaya restait sous la garde de Gina Emmanuel. Cela soulève des questions déchirantes. Les rapports ont-ils été enquêtés? Si oui, quelles étaient les conclusions? Des travailleurs sociaux ont-ils visité le domicile? Ont-ils interrogé les enfants? Les rapports ont-ils été confirmés ou rejetés? S'ils ont été confirmés, pourquoi les enfants n'ont-ils pas été retirés? S'ils ont été rejetés, qu'est-ce qui a amené les enquêteurs à croire qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter? Le système de famille d'accueil est débordé dans presque tous les États d'Amérique. Les travailleurs sociaux ont des portefeuilles de cas bien au-delà de ce qu'une personne raisonnable pourrait gérer efficacement. Il n'y a pas assez de foyers d'accueil, pas assez de financement, pas assez de surveillance. Les enfants passent entre les mailles du filet non pas parce que les gens ne s'en préoccupent pas, mais parce que le système est fondamentalement brisé, tellement tendu que même plusieurs rapports de maltraitance potentielle peuvent se perdre dans le chaos. Pendant le temps où les filles étaient en famille d'accueil, des visites mensuelles obligatoires étaient prévues. Les travailleurs sociaux étaient censés visiter le domicile régulièrement, évaluer le bien, être des enfants, rencontrer Emmanuel, s'assurer que tout se passait bien. Ces visites sont conçues pour déceler les problèmes tôt, pour intervenir avant que les situations ne s'aggravent. Mais les visites mensuelles dans une famille d'accueil sont brèves, souvent planifiées à l'avance, et reposent en grande partie sur ce que le parent d'accueil choisit de montrer au travailleur social. Un abuseur expérimenté sait comment donner le change. Nettoyer la maison avant la visite, s'assurer que les enfants sont bien habillés, les entraîner sur ce qu'il faut dire. Présenter l'image d'un foyer aimant et stable, et si les enfants ont trop peur de parler, si on les a menacés ou manipulés pour les réduire au silence, une visite de 30 minutes par mois ne va pas dévoiler la vérité. Pourtant, pendant ces premières années, il y avait au moins une certaine surveillance. Quelqu'un de l'État passait régulièrement, même si ces contrôles étaient insuffisants. Les filles étaient scolarisées, ou des enseignants et des conseillers pourraient remarquer des signes de maltraitance. Il y avait encore des yeux sur elles, même si ces yeux ne voyaient pas clairement. Mais tout cela était sur le point de changer, car en 2017, Gina Emmanuel prit une décision qui scella le destin de Samaya. Elle décida d'adopter définitivement les 3 filles. L'adoption est censée être une belle chose. Elle est censée être le moment où un enfant en famille d'accueil trouve une situation permanente, où l'incertitude prend fin et où un enfant a enfin une famille pour toujours. Elle est censée représenter la sécurité, la stabilité, l'amour. Le jour où une adoption est finalisée,
est souvent célébrée avec un gâteau et des ballons, avec des juges offrant leurs chaleureuses félicitations, avec des familles prenant des photos pour commémorer l'occasion. Pour la plupart des familles adoptives, c'est exactement ce qu'est l'adoption, un début joyeux. Mais pour Samaya et ses sœurs, leur adoption par Gina Emmanuel en 2017 fut le début de la fin. Parce qu'il y a une lacune dangereuse dans le système de protection de l'enfance, un angle mort dans la surveillance qui a été critiqué par des défenseurs depuis des années, et Emmanuel savait exactement comment l'exploiter. Voici la lacune. Une fois qu'un enfant en famille d'accueil est adopté, les visites mensuelles des services de protection de l'enfance s'arrêtent. Complètement. Le raisonnement derrière cette politique a du sens en surface. L'adoption signifie que l'enfant n'est plus sous la garde de l'État. Les parents adoptifs ont tous les droits et responsabilités légaux, tout comme un parent biologique. L'État ne fait pas de visite mensuelle de contrôle chez les enfants vivant avec leurs parents biologiques, alors pourquoi le ferait-il pour les enfants adoptés ? Mais cette politique ne tient pas compte de la réalité que certaines personnes accueillent et adoptent des enfants, non pas par amour, mais pour d'autres raisons. Des avantages financiers, dans certains cas, car les familles d'accueil et les parents adoptifs peuvent recevoir des allocations pour aider à couvrir les coûts de l'éducation d'enfants ayant des besoins particuliers ou des antécédents traumatiques. Le contrôle et le pouvoir dans d'autres cas, car les abuseurs sont attirés par des victimes vulnérables qui dépendent totalement d'eux. Et une fois l'adoption finalisée, ces enfants disparaissent essentiellement du système censé les protéger. Quand Emmanuel adopta Samaya et ses sœurs en 2017, les visites mensuelles des travailleurs sociaux cessèrent immédiatement. Il n'y eut pas de période de transition, pas de surveillance progressivement réduite. Un jour, il y avait des visites planifiées, et le lendemain, le dossier était clos. Les filles, qui avaient alors approximativement 6, 8 et 14 ans, étaient complètement à la merci d'Emmanuel. Et Emmanuel ne tarda pas à asseoir son contrôle total. L'une des premières choses qu'elle fit fut de retirer les filles de l'école, les 3. Elle prétendit qu'elle les enseignerait à la maison, ce qui est une option légale en Floride et qui ne nécessite pas d'approbation étatique extensive ni de surveillance. L'enseignement à domicile peut être merveilleux pour les enfants qui s'épanouissent dans cet environnement, mais il peut aussi être utilisé comme un outil d'isolement par des abuseurs qui ne veulent pas que des enseignants ou des conseillers remarquent des signes de mauvais traitement. Une fois les filles retirées de l'école, elles n'avaient plus de contact régulier avec des personnes tenues de signaler les maltraitances, des gens qui sont légalement tenus de signaler les suspicions de maltraitance d'enfants. Enseignants, infirmiers scolaires, conseillers, entraîneurs, ce sont ces personnes les plus susceptibles de remarquer quand un enfant arrive à l'école avec des blessures inexpliquées, quand il semble avoir peur, quand il est sous-alimenté ou porte des vêtements inadaptés à la météo pour dissimuler des hématomes. Retirez les enfants de l'école et vous supprimez l'un des filets de sécurité les plus importants. Emmanuel isola également les filles socialement. Elle ne jouait pas avec d'autres enfants dans le complexe d'appartements. Elle n'était inscrite à aucune activité, aucun sport, aucun programme communautaire. Elle ne fréquentait pas d'église, ni aucun rassemblement social régulier où d'autres adultes auraient pu interagir avec elle. Elles étaient maintenues dans l'appartement, cachées, leur existence connue d'Emmanuel seul. Ce niveau d'isolement est un énorme signal d'alarme en matière de maltraitance. Et c'est exactement ce qu'Emmanuel voulait. Elle avait créé une situation où elle avait un pouvoir absolu sur 3 enfants, sans surveillance, sans responsabilité, sans témoin. Quoi qu'elle leur fasse derrière cette porte fermée, personne ne le saurait, et ce qu'elle leur faisait était indicible. Ce qui se passait à l'intérieur de l'appartement de Gina Emmanuel au fil des mois et des années ne peut être décrit que comme de la torture. Il ne s'agissait pas d'une discipline qui avait dégénéré, il ne s'agissait pas d'un parent qui craquait sous le stress et réagissait violemment dans un moment de tension. Il s'agissait d'une maltraitance systématique, intentionnelle, prolongée, infligée à des enfants qui n'avaient aucune échappatoire, aucune aide, aucune voix. Les détails de la maltraitance sont difficiles à raconter, mais ils sont nécessaires pour comprendre toute l'étendue de la cruauté d'Emmanuel et les souffrances que ces enfants ont endurées. Les témoignages au procès des sœurs survivantes, les preuves médicales et les conclusions des enquêteurs dressent un tableau d'une brutalité presque inimaginable. Emmanuel battait régulièrement les enfants avec divers objets. Des ceintures, des brosses en bois, des grattes d'eau, tout ce qu'elle pouvait utiliser pour infliger de la douleur. Les raclés laissaient des marques sur le corps des filles, des hématomes par-dessus des hématomes, des zébrures qui n'avaient pas le temps de guérir avant que d'autres n'apparaissent. La sœur de 12 ans témoignerait plus tard au tribunal de ses passages à tabac, décrivant comment Emmanuel les frappait encore et encore, comment elle pleurait et la suppliait d'arrêter, comment elle ne le faisait pas. Mais les passages à tabac physiques n'étaient qu'une forme de torture. Emmanuel brûlait également les mains des enfants sur la cuisinière de la cuisine, délibérément. Elle les forçait à poser leurs mains sur des brûleurs chauds comme punition pour des infractions supposées. Imaginez le niveau de cruauté nécessaire pour faire ça à un enfant.
Regarder la main d'une petite fille grésiller sur une cuisinière chaude, entendre ses cris, sentir la chair brûler et maintenir sa main là. La douleur aurait été atroce. Les brûlures mettraient des semaines à guérir, si tant est qu'elles guérissent jamais complètement. Et chaque fois que les enfants regardaient leurs propres mains, elles seraient rappelées à leur impuissance. Emmanuel forçait également les enfants à boire de l'eau de javel. L'eau de javel ménagère est une substance toxique qui peut provoquer de graves brûlures chimiques dans la bouche, la gorge, l'œsophage et l'estomac. Elle peut provoquer des vomissements, des difficultés respiratoires et, dans les cas graves, des lésions organiques ou la mort. Emmanuel l'utilisait comme punition, faisant ingérer du poison à ses enfants. La douleur physique immédiate aurait été terrible, mais l'impact psychologique d'être forcé à boire quelque chose dont vous savez qu'il pourrait vous tuer est une torture en soi. La nourriture, ou plutôt son absence, était une autre arme dans l'arsenal d'Emmanuel. Les filles étaient affamées au point de souffrir de malnutrition grave. Le réfrigérateur était fermé par une lourde chaîne cadenassée, les empêchant d'accéder à la nourriture quand Emmanuel n'était pas à la maison ou quand elle décidait qu'elle ne méritait pas de manger. Au moment de la mort de Samaya, le corps de la petite de 7 ans était tellement émacié que les médecins légistes en furent choqués. Ses sœurs n'étaient guère mieux. La fille de 12 ans pesait à peine 23 kilos, bien en dessous du poids normal pour son âge. L'inanition est une forme de maltraitance particulièrement cruelle parce qu'elle est permanente. On ne peut pas échapper à la faim. Elle vous ronge à chaque minute de chaque journée. Les enfants sont particulièrement vulnérables parce que leur corps est encore en pleine croissance et développement, nécessitant une alimentation adéquate. Les privés de nourriture ne causent pas seulement de la douleur et de la faiblesse sur le moment, cela provoque des dommages développementaux à long terme. Emmanuel utilisait également des liens de contention pour contrôler les enfants. Elle les attachait à des meubles, les enchaînait à des lits, leur liait les mains et les poignets. Les marques de ces liens étaient visibles sur le corps des filles quand elles furent finalement retirées du domicile. Être physiquement ligoté est terrifiant, surtout pour des enfants. Cela supprime tout sentiment d'autonomie corporelle. On ne peut pas bouger, pas fuir, pas se défendre. On est totalement à la merci de son ravisseur. Une punition particulièrement cruelle consistait à forcer les enfants à rester en position de stress pendant des périodes prolongées. Emmanuel les obligeait à se tenir sur une jambe avec les bras tendus, parfois en plein soleil de Floride, pendant des heures d'affilée. Il s'agit d'une technique de torture qui a été utilisée lors de guerres et par des régimes autoritaires. La douleur commence comme un inconfort, mais devient rapidement insupportable à mesure que les muscles s'épuisent et se contractent. Finalement, la personne ne peut plus maintenir la position, mais si elle baisse les bras ou repose le pied, elle s'expose à une punition supplémentaire. La sœur survivante a témoigné qu'Emmanuel nous enchaînait à nos lits jusqu'à son retour, quand elle quittait l'appartement. Imaginez être un petit enfant enchaîné à un lit, incapable de bouger, incapable d'utiliser les toilettes, incapable d'avoir de l'eau, incapable de faire quoi que ce soit si ce n'est attendre dans la terreur le retour de son bourreau. Et ne pas savoir dans quel état d'esprit elle sera quand elle reviendra. Ne pas savoir si ce jour-là sera celui où les choses empireront encore. Emmanuel se livrait également à ce qui ne peut être décrit que comme des abus de dégradation. Les dossiers judiciaires indiquent qu'elle a forcé les enfants à manger des excréments comme punition. Cela ne sert à rien d'autre qu'à humilier et déshumaniser. Il s'agit de briser l'esprit d'une personne, de lui faire sentir qu'elle ne vaut rien, de renforcer l'idée qu'elle n'a aucun pouvoir et aucune dignité. L'effet cumulatif de cette maltraitance sur l'état psychologique des enfants est impossible à saisir pleinement. Ces jeunes filles étaient en plein épanouissement de l'enfance, au moment où elles auraient dû jouer, apprendre, explorer le monde, se faire des amis, découvrir qui elles étaient. Au lieu de cela, elles vivaient dans un état de peur et de douleur permanente. Elles allaient se coucher affamées et blessées. Elles se réveillaient sans savoir quel tourment la nouvelle journée allait apporter. Leur monde s'était réduit aux murs de cet appartement et aux caprices d'une bourreau sadique. Et pendant tout ce temps, il n'y avait pas d'échappatoire. Les filles ne pouvaient pas s'enfuir. Où seraient-elles allées? Elles ne pouvaient pas appeler à l'aide, elles n'avaient pas accès au téléphone, elles ne pouvaient pas parler à un enseignant ou à une amie, elles n'allaient pas à l'école et n'avaient pas d'amis. Elles étaient piégées, et Gina Emmanuel le savait. Elle avait conçu une situation où elle pouvait faire ce qu'elle voulait à ses enfants, et personne ne l'arrêterait. Et ce qu'elle faisait était indicible. Fin octobre et début novembre 2018, Samaya Emmanuel commença à montrer des signes de maladie grave. Elle développait une infection respiratoire qui avait probablement débuté comme un simple rhume ou une grippe que son corps affaibli et mal nourri ne pouvait pas combattre efficacement. Pour un enfant en bonne santé, bien nourri, avec un système immunitaire solide, une infection respiratoire est généralement gérable, avec du repos, des liquides et des soins de base. Mais Samaya était loin d'être en bonne santé. Son corps était déjà soumis à un stress immense dû à la malnutrition chronique et à la maltraitance continue. Son système immunitaire était compromis. Elle n'avait pas les réserves physiques pour combattre même une infection mineure.
Et à mesure que l'infection s'installait et empirait, elle avait désespérément besoin d'une intervention médicale. Elle avait besoin d'antibiotiques, de liquides, d'un soutien respiratoire, de soins hospitaliers. Elle avait besoin d'un médecin, d'une infirmière, de quelqu'un ayant des compétences médicales pour reconnaître la gravité de son état et lui prodiguer des soins. La cruelle ironie, c'est qu'elle vivait avec une infirmière diplômée. Gina Emmanuel avait une formation médicale. Elle savait comment évaluer les symptômes. Elle comprenait la détresse respiratoire. Elle pouvait reconnaître les signes d'une pneumonie. Difficultés respiratoires, respiration rapide, douleurs thoraciques, fièvre, faiblesse. Elle savait qu'une pneumonie non traitée chez un enfant malnutri pouvait être fatale. Elle savait tout cela, et elle choisit de ne rien faire. Les jours passant, l'état de Samaya se détériora. L'infection respiratoire évolua en pneumonie, une grave infection pulmonaire qui provoque une inflammation et une accumulation de liquide dans les alvéoles. La respiration devient de plus en plus difficile. Le corps peine à obtenir suffisamment d'oxygène. Pour Samaya, dont le corps était déjà dans un état si fragile, c'était une urgence médicale. Mais Emmanuel n'appela pas de médecin. Elle n'emmena pas Samaya dans une clinique d'urgence ou aux urgences. Elle n'essaya même pas de traiter l'enfant avec des médicaments en vente libre. Elle laissa tout simplement Samaya souffrir, laissa l'infection se propager dans son petit corps, la laissa lutter pour respirer jour après jour. Les sœurs survivantes assistèrent au déclin de Samaya. Elles virent leur petite sœur devenir de plus en plus malade, de plus en plus faible, lutter pour respirer. Et elles étaient impuissantes à l'aider, tout comme elles avaient été impuissantes à arrêter les maltraitances. Elle ne pouvait que regarder et espérer être priée, que d'une manière ou d'une autre, Samaya aille mieux ou que quelqu'un vienne les aider. Dans ces derniers jours, le corps de Samaya commença à s'éteindre. La pneumonie non traitée était arrivée à un stade critique. Son taux d'oxygène était dangereusement bas. Son corps, déjà ravagé par les maltraitances et l'inanition, n'en pouvait plus. Elle souffrait probablement énormément, luttant pour chaque souffle, effrayée et désorientée face à ce qui lui arrivait. Les médecins légistes établiraient plus tard que Samaya avait également développé une septicémie, une maladie potentiellement mortelle qui survient quand la réponse de l'organisme à une infection provoque une inflammation généralisée et des lésions organiques. La septicémie peut tuer rapidement si elle n'est pas traitée agressivement par des antibiotiques et des soins de soutien. Pour un enfant aussi compromis que Samaya, la septicémie était essentiellement une condamnation à mort sans hospitalisation immédiate. Le 3 novembre 2018, Samaya Emmanuel cessa de respirer. Son petit corps meurtri avait enduré tout ce qu'il pouvait supporter, et il finit par abandonner. Elle avait 7 ans. 7 années de vie, et une grande partie en avait été remplie de douleurs, de peurs et de souffrances qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Ce n'est que alors, après que Samaya eut cessé de respirer, que Gina Emmanuel décrocha le téléphone et appela le 911. Pas quand l'infection avait commencé, pas quand elle avait évolué en pneumonie, pas quand Samaya avait développé une septicémie, seulement quand l'enfant était déjà morte ou mourante, qu'Emmanuel décida de faire intervenir des professionnels de santé. Peu, Être avait-elle réalisé qu'elle ne pouvait pas dissimuler une enfant morte dans son appartement. Peu, Être pensait-elle pouvoir prétendre que c'était une mort tragique mais naturelle due à une maladie. Peu, Être s'était-elle convaincue qu'elle n'avait vraiment rien fait de mal. Quand les ambulanciers arrivèrent et virent le corps de Samaya, ils surent immédiatement que ce n'était pas un cas ordinaire de pneumonie. Le corps de l'enfant racontait une histoire de maltraitance et de négligence prolongée. Les brûlures, les blessures, les traces de liens de contention, la grave malnutrition, c'étaient là les signes de la torture, pas d'une simple maladie. Et plus ils examinaient de près Samaya et évaluaient la scène, plus il était clair que cette petite fille avait été abandonnée de façon catastrophique par la personne censée prendre soin d'elle. Le rapport du médecin légiste détaillerait toute l'étendue des blessures de Samaya et la cause de sa mort. Pneumonie bactérienne non traitée compliquée d'une septicémie, le tout survenant dans le contexte d'une malnutrition chronique sévère et de maltraitance physique continue. Autrement dit, Samaya est morte d'une maladie qui aurait dû être traitable, rendue mortelle par une négligence médicale délibérée chez un enfant dont le corps avait déjà été détruit par des tortures prolongées. Samaya Emmanuel devrait être en vie aujourd'hui. Elle devrait être adolescente maintenant, à l'école, traînant avec des amis, découvrant ses passions et ses rêves. Elle aurait dû avoir la chance de guérir de son traumatisme précoce, de connaître la sécurité et la stabilité, d'expérimenter ce que ça fait d'être vraiment aimée et protégée. Au lieu de cela, elle est morte dans la douleur et la peur à 7 ans, dans un appartement où elle n'avait connu que la cruauté. La découverte de l'état de Samaya et de celui de ses sœurs déclencha une enquête immédiate et extensive.
les enquêteurs du département de police de Miami-Dade, les enquêteurs des services de protection de l'enfance et le personnel médical se penchèrent tous sur l'affaire. La priorité était de s'assurer que les sœurs survivantes reçoivent des soins médicaux urgents et soient immédiatement retirées de la garde d'Emmanuel, mais les enquêteurs savaient aussi qu'ils étaient face à un homicide potentiel. Les 2 filles survivantes furent transportées d'urgence à l'hôpital pour être évaluées et traitées. Les médecins documentèrent leurs blessures, prirent des photos pour les preuves et commencèrent le processus minutieux de traitement de leurs diverses pathologies. Au-delà des soins physiques, ces enfants avaient aussi désespérément besoin d'un soutien psychologique. Elles avaient vécu un cauchemar, et elles auraient besoin d'une thérapie et d'un accompagnement intensif pour même commencer à traiter ce qui leur était arrivé. Pendant que les filles étaient prises en charge, les enquêteurs commencèrent le travail méticuleux de traitement de l'appartement de Gina Emmanuel comme scène de crime. Chaque pièce fut photographiée, chaque surface examinée, chaque objet catalogué, le réfrigérateur enchaîné, les liens de contention, les objets utilisés pour les passages à tabac, tout fut documenté et recueilli comme preuve. Les enquêteurs récupérèrent également les dossiers médicaux, les dossiers scolaires, les fichiers de famille d'accueil et les documents d'adoption. Ils interrogèrent des voisins, des collègues d'Emmanuel, toute personne susceptible d'avoir des informations sur les enfants ou le comportement d'Emmanuel. L'autopsie du corps de Samaya fut cruciale pour l'enquête. Le médecin légiste procéda à un examen approfondi, documentant chaque blessure, chaque cicatrice, chaque signe de maltraitance. L'autopsie confirma que Samaya était décédée d'une pneumonie non traitée et d'une septicémie, mais révéla également l'étendue du traumatisme que son corps avait subi au fil du temps. Les brûlures sur ses mains, les traces de liens de contention, les signes de malnutrition chronique et de maltraitance physique, tout cela fut documenté dans les moindres détails. Les conclusions du médecin légiste étaient dévastantes mais essentielles. Elles fournissaient des preuves objectives et scientifiques de la maltraitance que Samaya avait endurée. Les avocats de la défense pourraient essayer de prétendre que les blessures étaient accidentelles ou exagérées, mais une autopsie ne ment pas. Les preuves physiques sur le corps de Samaya racontaient une histoire indéniable de torture systématique. Au fur et à mesure que les enquêteurs creusaient dans le passé de Gina Emmanuel, des questions troublantes commençaient à émerger. Comment avait-elle été approuvée comme parent d'accueil et parent adoptif? Qu'était-il advenu de ces 10 rapports de la ligne de signalement des maltraitances concernant Samaya? Pourquoi personne n'était-il intervenu malgré des signaux d'alarme apparents? L'enquête sur Emmanuel devint inévitablement une enquête sur les défaillances du système également. Les services de protection de l'enfance durent procéder à un examen interne de leur gestion de l'affaire. Comment les visites mensuelles pendant la période d'accueil avaient-elles échoué à détecter la maltraitance? Les travailleurs sociaux avaient-ils réellement visité le domicile comme requis, ou des visites avaient-elles été sautées? S'ils avaient visité, qu'avaient-ils observé? Pourquoi les rapports de la ligne de signalement n'avaient-ils pas déclenché une intervention plus intensive? Ce sont des questions douloureuses, sans réponse satisfaisante. La réalité est que les systèmes de protection de l'enfance à travers le pays luttent contre des charges de cas écrasantes, un financement insuffisant et un turnover du personnel. Les travailleurs sociaux gèrent souvent 30, 40, voire 50 cas à la fois, ce qui rend pratiquement impossible d'accorder à chaque enfant l'attention et la surveillance qu'il mérite. Et quand les enfants sont adoptés et disparaissent entièrement du système, il n'y a plus aucun filet de sécurité du tout. Les enquêteurs durent également interroger Gina Emmanuel elle-même. Ces interrogatoires sont essentiels pour construire une affaire. Les enquêteurs ont besoin d'entendre la version des faits du suspect, d'observer son attitude, de chercher des incohérences ou des aveux. L'interrogatoire d'Emmanuel donna un aperçu de son état d'esprit et de ses tentatives de justifier ou minimiser ce qu'elle avait fait. Selon les enquêteurs présents, Emmanuel montra un manque troublant d'émotion en parlant de la mort de Samaya et de l'état de ses autres filles. Elle ne pleurait pas, n'était pas en détresse, comme on pourrait s'y attendre d'une mère qui venait de perdre un enfant. Au lieu de cela, elle était détachée, presque clinique, comme si elle parlait d'un patient au travail plutôt que de sa propre fille. Cette attitude froide fut remarquée par tous ceux qui interagirent avec elle pendant l'enquête et le procès éventuel. Les explications d'Emmanuel sur les blessures des enfants et leur état étaient insuffisantes et contredites par les preuves. Elle prétendit que les filles avaient des problèmes médicaux qui expliquaient leur apparence. Elle suggéra que le diabète non traité de Samaya avait contribué à sa mort, tentant de rejeter la responsabilité sur une maladie plutôt que sur sa propre négligence. Elle minimisa la gravité de la maltraitance, présentant ces actes comme une correction corporelle raisonnable qui avait été mal interprétée. Mais les preuves racontaient une autre histoire. Les enquêteurs avaient des photos de l'appartement, des rapports médicaux détaillant l'étendue des maltraitances et surtout le témoignage des sœurs survivantes. Ces courageuses jeunes filles, malgré tout ce qu'elles avaient traversé, seraient finalement en mesure de raconter leur histoire et d'aider à traduire leurs bourreaux en justice. L'un des aspects les plus frustrants de l'affaire pour les enquêteurs et le public était la chronologie. Samaya mourut en novembre 2018,
Mais Gina Emmanuel ne fut arrêtée qu'en octobre 2019, près d'un an plus tard. Ce délai souleva des questions et des inquiétudes. Pourquoi fallut-il si longtemps pour arrêter quelqu'un alors que les preuves semblaient si claires? La réalité des enquêtes criminelles est que la constitution d'un dossier solide prend du temps, notamment dans des affaires complexes impliquant la maltraitance d'enfants et l'homicide. Les procureurs doivent s'assurer que toutes les preuves sont correctement documentées et recevables devant un tribunal. Ils doivent avoir des témoins experts médicaux alignés. Ils doivent préparer les témoins mineurs, ce qui requiert sensibilité et formation spécialisée. Se précipiter à arrêter sans un dossier solide peut aboutir à des chefs d'accusation rejetés ou à un acquittement au procès permettant à l'auteur des faits de ressortir libre. Il est tout de même troublant qu'Emmanuel soit resté en liberté près d'un an après la mort de Samaya. Plus troublant encore est le fait qu'elle ait conservé son diplôme d'infirmière pendant cette période et continué à gérer sa maison de retraite pour personnes handicapées. Cela signifiait que des adultes vulnérables étaient toujours sous sa surveillance, toujours dépendants d'elle, alors qu'elle était sous enquête pour avoir torturé des enfants à mort. Ce n'est que lorsque la pression publique monta et que l'attention des médias s'intensifia que le Conseil d'ordre des infirmières de l'État prit des mesures pour suspendre le diplôme d'Emmanuel. Le tableau était désastreux. Une infirmière sous enquête pour meurtre et torture d'enfants était toujours autorisée à soigner des patients. Mais les processus bureaucratiques se déroulent lentement et le Conseil ne pouvait pas simplement révoquer le diplôme de quelqu'un sans procédure régulière. Quand Emmanuel fut finalement arrêtée en octobre 2019, elle fut inculpée de meurtre au premier degré dans la mort de Samaya et de maltraitance aggravée d'enfants pour la torture de ses filles survivantes. Le meurtre au premier degré en Floride peut entraîner la réclusion criminelle à perpétuité ou même la peine de mort. Les chefs d'accusation de maltraitance aggravée d'enfants ajoutaient une peine d'emprisonnement supplémentaire potentielle. Si elle était reconnue coupable de toutes les charges, Emmanuel ne reverrait jamais la liberté. L'arrestation apporta un certain soulagement aux enquêteurs et au public, mais ce n'était que le début d'un long processus judiciaire. Emmanuel fut maintenue en détention sans possibilité de caution, jugée trop dangereuse pour être remise en liberté avant le procès. Un juge prit également rapidement des mesures pour mettre fin à ses droits parentaux sur les filles survivantes, s'assurant qu'elles ne pourraient jamais les approcher à nouveau. Les filles furent placées chez des membres de la famille qui s'étaient battus pour en obtenir la garde et qui leur fourniraient l'amour et la sécurité qu'elles auraient dû avoir depuis toujours. De l'arrestation d'Emmanuel en octobre 2019 à son procès en avril 2025, plus de 5 ans s'écoulèrent. Ce n'est pas inhabituel pour les affaires criminelles graves, notamment celles impliquant la peine de mort ou la réclusion à perpétuité. Le système judiciaire avance lentement avec de nombreuses audiences préliminaires, requêtes, échanges de preuves et étapes procédurales qui doivent être complétées avant qu'un procès puisse débuter. Pour les sœurs survivantes et leurs familles élargies, cette attente était une agonie. Elles voulaient justice pour Samaya. Elles voulaient qu'Emmanuel soit tenu responsable. Mais elles voulaient aussi avancer dans leur vie, guérir du traumatisme, trouver une certaine paix. Chaque audience, chaque retard, chaque manœuvre juridique de la défense était un rappel de ce qui s'était passé et de ce qu'elles avaient perdu. La pandémie de Covid-19, qui débuta début 2020, provoqua des retards importants dans les procédures judiciaires à travers le pays. Les procès furent reportés, les tribunaux fonctionnèrent à capacité réduite et le retard des affaires s'accumula. Cela s'ajouta à la frustration de ceux qui attendaient le procès d'Emmanuel, mais il n'y avait aucun moyen d'accélérer le processus. Pendant ces années, les sœurs survivantes recevaient une thérapie intensive et un soutien. Elles s'adaptaient à la vie avec des membres de la famille qui les aimaient et prenaient soin d'elles. Elles allaient à l'école, se faisaient des amis, expérimentaient la normalité pour la première fois depuis des années, mais elles vivaient aussi avec la certitude qu'elles devraient éventuellement témoigner contre Gina Emmanuel devant un tribunal. Témoigner lors d'un procès pénal est difficile pour n'importe qui, mais c'est particulièrement éprouvant pour les victimes mineures de maltraitance. Elles doivent raconter des expériences traumatiques devant des inconnus, avec leurs bourreaux assis dans la salle d'audience à les regarder. Elles peuvent être soumises à un contre-interrogatoire par des avocats de la défense qui chercheront à fragiliser leur témoignage. Toute l'expérience peut être retraumatisante. Les centres de défense des enfants et les procureurs travaillent dur pour préparer les témoins mineurs et minimiser le traumatisme du témoignage. Ils leur expliquent ce qui va se passer au tribunal, font des répétitions et fournissent un soutien tout au long du processus. Mais il n'y a aucun moyen de rendre cela facile. Ces filles devraient revivre leurs pires souvenirs pour aider à condamner la femme qui les avait torturées. À l'approche de la date du procès début 2025, l'anticipation montait. L'affaire avait attiré une attention médiatique considérable, tant localement à Miami que nationalement. Elle avait tous les éléments qui suscitent l'intérêt du public. Une professionnelle de confiance révélée comme un monstre, des enfants innocents soumis à des maltraitances inimaginables, des défaillances systémiques qui les avaient permis de se prolonger, des questions sur comment cela avait pu arriver,
La procureure de l'État Catherine Fernandez Rundle, chef des poursuites pour le comté de Miami-Dade, publia des déclarations soulignant la gravité de l'affaire et l'engagement de son bureau à chercher justice pour Samaya et ses sœurs. Il s'agissait d'une affaire que les procureurs savaient devoir traiter parfaitement. Les preuves étaient solides, mais la défense allait se battre farouchement et le tribunal devait entendre les témoignages douloureux des enfants survivantes. Le procès de Gina Emanuel s'ouvrit en avril 2025 dans un tribunal de Miami-Dade. Les jurés sélectionnés pour l'affaire allaient entendre des récits de maltraitance qui mettraient à rude épreuve même les tempéraments les plus endurcis. Les procureurs avaient soigneusement préparé leur dossier, alignant des témoins experts médicaux, des agents des forces de l'ordre, des professionnels de la protection de l'enfance, et de manière la plus cruciale les sœurs survivantes d'Emmanuel elle-même. La théorie de l'accusation était simple et directe. Gina Emanuel avait délibérément torturé 3 enfants sous sa garde pendant des années, et sa négligence volontaire envers la maladie de Samaya, combinée au contexte de la maltraitance continue, constituait un meurtre au premier degré. Elle n'avait pas simplement commis une erreur de jugement ou manqué de reconnaître une urgence médicale. Elle savait que Samaya était en train de mourir, et elle avait choisi de ne rien faire. La défense, de son côté, devait trouver un moyen de créer un doute raisonnable. Les avocats d'Emmanuel cherchaient à minimiser la portée de la maltraitance, à remettre en question l'interprétation des preuves médicales et à avancer que la mort de Samaya était due à une maladie et non à une négligence intentionnelle. Ils tentèrent de suggérer que les blessures avaient des explications alternatives, que les enfants avaient des conditions médicales préexistantes qui compliquaient le tableau, et qu'Emmanuel, bien qu'elle ait peu être fait de mauvais choix, n'était pas une meurtrière. C'était une ligne de défense difficile à tenir face au poids des preuves. Les photos de l'appartement, les rapports d'autopsie, les dossiers médicaux documentant les blessures des enfants, et surtout, le témoignage direct des sœurs d'Emmanuel elle-même. Quand la sœur aînée prit place à la barre des témoins, la salle d'audience était silencieuse. Maintenant adolescente, elle avait survécu à des épreuves que la plupart des adultes ne pourraient pas imaginer. Et elle était là, en face des jurés, décrivant calmement mais en détail ce que Gina Emanuel leur avait fait subir. Les beatings, les brûlures, l'eau de javel, l'inanition, les chaînes, les positions de stress dans la chaleur de Floride, les humiliations. Elle parla de Samaya, de comment sa petite sœur était devenue de plus en plus malade, de comment elle pouvait entendre sa respiration laborieuse depuis l'autre pièce, de comment elle savait que Samaya allait mourir et qu'elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Elle décrivit le moment où Samaya cessa de respirer et comment Emmanuel attendit avant d'appeler les secours. Son témoignage fut dévastateur pour la défense. Voici une jeune femme, portant les cicatrices physiques et psychologiques de ce qu'elle avait traversé, qui regardait les jurés dans les yeux et leur disait la vérité. Il n'y avait aucune raison de ne pas la croire. Son récit concordait avec les preuves physiques, avec les conclusions médicales, avec chaque autre élément du dossier de l'accusation. Les experts médicaux qui témoignèrent au procès fournirent le contexte scientifique pour comprendre ce que les jurés entendaient. Les médecins expliquèrent ce que la malnutrition au niveau documenté chez les enfants signifiait qu'elle ne s'était pas développée en quelques semaines, mais sur des mois ou des années de privation délibérée. Les experts en brûlures expliquèrent la différence entre des brûlures accidentelles et des brûlures délibérément infligées. Les spécialistes des traumatismes décrivirent le schéma de blessures qui était incompatible avec toute explication autre que la maltraitance intentionnelle et soutenue. Un moment clé du procès vint quand les procureurs confrontèrent Emmanuel à sa propre formation médicale. En tant qu'infirmière diplômée, elle avait des connaissances spécifiques sur les symptômes respiratoires, sur ce que la pneumonie fait à un corps affaibli, sur comment la septicémie se développe et à quelle vitesse elle peut tuer. Elle ne pouvait pas prétendre qu'elle ne savait pas à quel point Samaya était gravement malade. Sa formation professionnelle même témoignait contre elle. Elle savait. Et elle avait choisi de laisser cet enfant mourir. Gina Emanuel ne témoigna pas en sa faveur. C'est son droit constitutionnel de ne pas témoigner dans sa propre affaire, et les jurés sont instruits de ne pas tenir son silence contre elle. Mais l'absence de toute explication de sa part, de tout contexte qu'elle aurait pu offrir, de tout remords qu'elle aurait pu exprimer, résonnait bruyamment dans le vide. Après plusieurs semaines de témoignages, les deux parties présentèrent leur plaidoirie finale. Les procureurs brossèrent un tableau de calcul froid et délibéré d'une femme qui avait choisi de torturer des enfants vulnérables, qui avait activement travaillé pour cacher ses crimes en les isolant du monde extérieur, et qui avait regardé Samaya mourir d'une maladie traitable parce qu'une enfant morte révélerait ses secrets. La défense plaida pour le doute, pour la complexité médicale, pour la possibilité que les choses ne soient pas aussi simples qu'elles en avaient l'air. Le jury délibéra. Et après avoir examiné toutes les preuves, après avoir entendu tous les témoignages, après avoir lu les rapports médicaux et regardé les photos et réfléchi au sort de 3 petites filles,
Le jury rendit son verdict. Gina Emmanuel fut reconnue coupable. Coupable de meurtre au premier degré pour la mort de Samaya, coupable de maltraitance aggravée d'enfants pour les tortures infligées à ses 2 sœurs survivantes, coupable sur tous les chefs d'accusation. Le verdict fut accueilli avec soulagement et larmes par la famille de Samaya et les défenseurs qui avaient suivi l'affaire. Justice avait été rendue, au moins dans la mesure où la justice peut être rendue quand l'irréparable a déjà été fait. Rien ne ramènerait Samaya. Rien n'effacerait ce que ses sœurs avaient traversé. Mais le jury avait dit clairement que ce qu'Emmanuel avait fait était mal, que ses enfants méritaient mieux et que la société refusait d'accepter ce niveau de cruauté sans réponse. La phase de détermination de la peine vint ensuite. En Floride, une conviction pour meurtre au premier degré ouvre la porte à la peine de mort ou à la réclusion à perpétuité. Les procureurs devaient décider quelle peine rechercher, et ils devaient se demander si les faits de ce cas justifiaient la peine ultime. Il s'agit toujours d'une décision solennelle. La peine de mort est irréversible. Le système judiciaire américain a exécuté des innocents par le passé. Les défenseurs des droits civiques ont depuis longtemps des préoccupations quant à la manière dont la peine est appliquée de façon disproportionnée en fonction de la race et du statut économique. Ce sont des considérations légitimes, même dans les affaires les plus horribles. En fin de compte, Gina Emmanuel fut condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Elle ne sortirait jamais de prison. Elle passerait le reste de ses jours derrière les barreaux, séparée de la société, incapable de nuire à d'autres enfants ou adultes vulnérables. Pour beaucoup, c'était une conclusion appropriée. Pour d'autres, comme certains membres de la famille de Samaya, aucune peine ne semblait suffisante pour ce qu'Emmanuel avait fait. Mais au moins, y avait-il une certitude, Gina Emmanuel ne pourrait jamais recommencer. L'affaire Emmanuel mit en lumière plusieurs défaillances systémiques profondes, qui devaient être abordées non pas pour se morfondre sur ce qui s'était passé, mais pour s'assurer que cela ne se répéterait pas. La question du suivi post-adoption est la plus urgente. Si l'adoption supprime complètement la surveillance, alors le système crée lui-même une faille que les abuseurs peuvent exploiter. Des défenseurs de la protection de l'enfance soutiennent depuis des années que les enfants adoptés par des parents d'accueil devraient faire l'objet d'une certaine forme de contrôle de suivi, surtout dans les premières années suivant l'adoption. Non pas pour traiter les parents adoptifs comme des suspects, mais parce que les enfants qui ont vécu des traumatismes ont des besoins particuliers et méritent une vérification supplémentaire que tout va bien. La question des rapports de la ligne de signalement est tout aussi urgente. 10 rapports concernant Samaya. 10. Et pourtant, elle resta dans la maison d'Emmanuel. Que s'est-il passé avec ces rapports? Ont-ils même été correctement examinés? Y avait-il un système permettant d'identifier des modèles, de voir que cet enfant avait été signalé à plusieurs reprises et de traiter cela comme un drapeau rouge majeur nécessitant une investigation approfondie? Si de tels systèmes n'existent pas, ils doivent être créés. Et s'ils existent mais ont été mal appliqués dans ce cas, alors des réformes sérieuses sont nécessaires. La question de la scolarisation à domicile est une question délicate, car l'immense majorité des familles qui font l'école à la maison le font pour d'excellentes raisons et avec les meilleures intentions. Mais le retrait soudain d'enfants précédemment scolarisés du système éducatif par des parents faisant l'objet d'antécédents de rapports de maltraitance devrait déclencher une alarme et une vérification automatique. C'est pas une question de pénaliser l'école à la maison en général, c'est une question d'identifier des modèles spécifiques qui sont des signaux d'alerte. La question de la surcharge des travailleurs sociaux est une question que nous débattons depuis des décennies sans y apporter de réponse adéquate. On ne peut pas demander à des professionnels de la protection de l'enfance de gérer des dizaines de cas simultanément et de s'attendre à ce qu'ils fassent correctement leur travail. Il faut plus de financement, plus de personnel, des charges de cas raisonnables. Cela coûte de l'argent, mais le coût humain de ne pas le faire, comme le prouve la mort de Samaya Emmanuel, est bien plus élevé. Et puis il y a la question plus large et plus difficile de la façon dont nous identifions les abuseurs potentiels avant qu'ils ne soient approuvés en tant que famille d'accueil ou parents adoptifs. Les vérifications des antécédents judiciaires ne peuvent attraper que les gens qui ont déjà été reconnus coupables de crimes. Les visites à domicile et les entretiens ne peuvent évaluer que ce qu'une personne choisit de montrer. Il n'existe aucun test psychologique qui identifie de manière fiable les abuseurs potentiels. C'est une réalité humiliante. Nous ne pouvons pas toujours savoir. Nous faisons de notre mieux pour vérifier les gens, pour évaluer leur aptitude à s'occuper d'enfants vulnérables, mais des individus comme Gina Emmanuel savent comment passer les tests. Ils savent comment se présenter. Et ce n'est que lorsque les portes se ferment et que la surveillance disparaît que leur véritable nature émerge. Ce qui nous ramène à l'importance du suivi continu, d'avoir
plusieurs personnes qui voient régulièrement ces enfants, des enseignants, des médecins, des travailleurs sociaux, des membres de la communauté. Plus les yeux s'intéressent à ces enfants, moins il y a de chances qu'un abuseur puisse opérer dans l'ombre. Samaya Emmanuel avait 7 ans quand elle est morte. Elle avait passé une grande partie de sa courte vie dans un système censé la protéger, mais qui l'avait laissé tomber à chaque tournant. Elle avait connu la maltraitance, avant même d'entrer en famille d'accueil. Elle avait été signalée 10 fois, elle avait été placée avec un abuseur, elle avait été coupée du monde extérieur, et elle était morte d'une maladie traitable pendant que quelqu'un ayant la formation pour la soigner choisissait de la laisser mourir. Son histoire n'est pas seulement celle d'un monstre, c'est aussi l'histoire d'un système qui a failli, encore et encore, à une petite fille qui méritait mieux. C'est l'histoire de lacunes dans la politique qui doivent être comblées, de ressources qui doivent être financées, de pratiques qui doivent être réformées. Ces sœurs survivantes portent les cicatrices de ce qu'elles ont vécu, à la fois physiquement et psychologiquement. Leur chemin vers la guérison sera long. Certaines blessures peuvent ne jamais guérir complètement. Mais elles sont en vie, et elles sont aimées, et elles ont un avenir que leur sœur Samaya n'a pas eu la chance d'avoir. Les défenseurs de la protection de l'enfance à travers la Floride et au-delà ont utilisé le cas d'Emmanuel pour pousser à des réformes dans la façon dont les enfants adoptés sont surveillés, dans la façon dont les rapports de maltraitance sont traités, dans la façon dont les enfants retirés soudainement de l'école sont contrôlés. Certains changements ont été apportés. Beaucoup d'autres sont encore nécessaires. Pour Samaya, les changements viennent trop tard. Mais si son histoire peut prévenir ne serait-ce qu'une seule autre mort, si elle peut pousser les législateurs à agir, les travailleurs sociaux à regarder plus attentivement, les voisins à poser des questions quand quelque chose ne va pas, alors son histoire aura servi un but. Sa vie, si courte et si douloureuse qu'elle ait été, aura compté. Il y a des affaires qui changent la façon dont nous pensons au système et aux institutions. Des affaires qui exposent les défaillances que nous préférions ne pas voir, qui forcent des conversations difficiles sur des questions auxquelles il n'y a pas de réponse facile. L'affaire Gina Emmanuel est l'une de ces affaires. Elle nous rappelle que les titres professionnels et les certifications ne sont pas des garanties de caractère. Que les systèmes conçus pour protéger peuvent en fait permettre des préjudices lorsqu'ils sont insuffisamment financés, mal appliqués ou structurés de manière à créer des angles morts. Que les enfants qui ont déjà été victimes de traumatismes sont particulièrement vulnérables et méritent une protection particulièrement robuste. Et que parfois, malgré tous nos efforts, nous échouons les plus vulnérables parmi nous, avec des conséquences dévastatrices. Gina Emmanuel purgera le reste de sa vie en prison. Elle n'infligera plus jamais de douleur à un enfant. Elle ne pourra plus jamais masquer sa véritable nature derrière une façade professionnelle respectueuse. Son masque a été arraché, et le monde voit maintenant qui elle est vraiment. Mais le vrai héritage de cette affaire ne devrait pas être l'histoire d'Emmanuel. Il devrait être l'histoire de Samaya, une petite fille de 7 ans qui méritait d'être protégée et aimée, qui avait le droit fondamental de grandir en sécurité, de rire, de jouer, de rêver. Une enfant qui n'a pas eu cette chance. N'oubliez pas Samaya Emmanuel. Rappelons-nous d'elle non pas seulement comme une victime, mais comme un enfant qui méritait mieux, comme un rappel de notre responsabilité collective de protéger les plus vulnérables parmi nous, et comme un appel à l'action pour réformer les systèmes qui l'ont laissé tomber. Parce que quelque part, en ce moment même, il y a d'autres Samayas. Des enfants qui souffrent en silence derrière des portes closes. Des enfants dont les cris ne sont pas entendus, dont les blessures ne sont pas vues, dont les vies sont en danger. Et si nous prenons quoi que ce soit de cette tragédie, que ce soit une détermination renouvelée à trouver ces enfants, à les entendre et à ne pas les laisser tomber,